Bonjour à toutes et à tous, c'est Sahar Mdankoum, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission, En attendant le Maghreb. Aujourd'hui, notre équipe est à Larouat, à 400 km au sud d'Alger, où nous attend Monsieur Hadj Qaddour Mohamed, architecte de formation. Il peut vous parler de Larouat comme personne d'autre. Et pas la peine de vous dire qu'ici, le soleil tape si fort qu'on a intérêt à nous dépêcher si l'on veut éviter une insolation. Monsieur Hadj Qaddour Mohamed, comment allez-vous? Ça va très bien. La baisse. Ça va très bien. Alhamdulillah. En tout cas, c'est très gentil à vous de nous recevoir. Merci. Vous savez qu'on va parler de Ramadan. Oui. De Ramadan ici à Larouat. Dans la région, oui. Ouais. Alors, moi, j'ai pas compris pourquoi avoir choisi le musée de Larouat. Oui, alors d'abord, marhaba bikoum, voilà, bonjour à tous. Donc, le musée, là, on vous a donné rendez-vous. D'abord, je travaille ici. Ah, d'accord. Et donc, ce musée dépend de l'OGEBC. Donc, l'OGEBC? Oui, alors, c'est vrai que l'OGEBC... Excusez mon ignorance, mais je connais. C'est pas grave. Ouais. Alors, l'OGEBC, c'est un office de la gestion et de l'exploitation des biens culturels situé à Alger. Et il dépend du ministère de la Culture. Donc, voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est lui qui gère tout ça. D'accord. Voilà. Et donc, nous sommes ici dans ce musée, dans ce beau musée, dans ce bel édifice. Marhaba bik. Allah yasselmek. Voilà. Soyez bienvenus. Oui. C'est vrai que c'est passionnant. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'on est là pour en entendre dans le Maghreb. Oui. Alors moi, j'ai vraiment envie de vous poser une question. Oui. Je sens que vous êtes un passionné de Larouat. Hein? Oui, oui. Si vous deviez nous parler de Larouat en quelques mots, vous nous diriez quoi? En deux mots, allez, on va dire que la Gouat, c'est d'abord l'apport du désert, c'est l'Atlas saharien et c'est le désert. Oui. En plus, la Gouat est aussi une oasis. Donc ces quatre paramètres font que la Gouat, ce côté magique que cette région possède, c'est ces quatre paramètres Oui. qu'on a cités précédemment. Voilà, la Gouat en deux mots, il pour aller vite, quoi. Mais votre histoire avec Larouat, je sais que vous n'êtes pas né ici. Oui. En fait, la Gouat, pour moi, c'est une ville qui m'a adopté. D'accord. Depuis, on va dire, 35 ans. Oui. Et donc, à travers la Gouat, j'ai découvert d'abord l'oasis, cette belle oasis enchanteresse, magique. Et puis il y a aussi le désert. Oui. Le désert a été pour moi aussi un catalyseur qui m'a permis un peu de le découvrir. Et je l'ai découvert un peu par touches successives, par respect et aussi par des moments où on se sent, on a ce qu'on appelle l'exaltation. Alors, je vais vous dire comme ça pour l'anecdote. Qui est venu d'où? Je suis d'Alger, du Nord. Et donc, finalement, c'est cette citation que souvent me revient à l'esprit. Qu'es-tu allé chercher au désert? La réponse a été pour voir une tige agitée par le vent. Donc voilà un peu mon passage et mon ancrage dans cette région qui est la Gouat, entre l'Atlas saharien et le désert. Donc maintenant on peut dire que Hadj Qaddour Mohamed est un Larouati. Absolument. Il faut le décréter, il n'y a pas de problème. Là on revient à Ramadan. Moi je voudrais savoir quelle ambiance règne ici à Larouat pendant le mois de Ramadan. Quelques jours avant le Ramadan, les gens se préparent déjà, chôlent leur maison, la chaux, pour un peu donner de clarté, donner un peu de... Et puis ils se préparent, toutes les mosquées, les lieux cultuels, commencent à préparer, à chôler et même parfois changer le mobilier et les tapis. D'accord. Pendant le Ramadan aussi, il y a les enfants. Donc le monde des enfants, c'est un monde aussi qui se met en mouvement. Et donc les enfants retrouvent des chansons qui chantent pour commémorer cet événement. C'est une fête. Oui. Donc ça a un caractère un peu social, on va dire, mais aussi un caractère sacré, de piété, de recueillement, et créer entre les gens, retrouve un peu cette solidarité agissante qui est très forte pendant le Ramadan. Ici à Larouat, on n'est pas loin des champs gaziers, il y a plein de chantiers puisqu'elle est en construction, Larouat, elle est en expansion et tout. Alors vous devez connaître des gens qui travaillent sur ces champs gaziers, sur ces chantiers, ça doit être terrible pour eux, ils vous en parlent. Oui,
faut voir, c'est vrai, quand on voit ces gens... Parce que nous, là, on est dans un musée. Oui, c'est vrai que c'est vrai que quand on voit un peu dans les champs gazés, les gens qui travaillent dans ces conditions un peu difficiles, voire très difficiles, on se pose des questions. Et puis ces gens qui travaillent dans le désert, surtout, il faut rappeler un peu ce climat de cette région qui est un climat dur, c'est ce qu'on appelle le vent de sable et le sirocco, ce vent chaud terrible qui souffle pendant la période estivale. Croyez-moi que c'est un peu dur et on ne peut que rendre hommage à ces gens qui travaillent, qui vivent dans le désert. Je citerai par exemple les éleveurs de moutons, les bergers qui gardent les troupeaux de moutons. C'est vrai que quand on les voit, on ne peut être qu'émerveillé et qu'on peut leur porter un respect. Oui. C'est très important. Et après, on peut à la limite cesser de se plaindre. Absolument. On n'arrête pas de se plaindre. Les gens du Nord, ils se plaignent tout le temps et ils devraient venir méditer un peu ici dans le Sud. C'est vrai. Alors dites-nous, une journée ramadanesque ici à droite, c'est quoi? Une journée, en gros, on va dire que d'abord, il y a le travail, parce que les gens doivent travailler dans les jardins. Il y a également les préparatifs. Et les gens ne trouvent pas un prétexte pendant le mois de Ramadan pour ne pas travailler parce que d'abord c'est très répu. Oui, mais bon, comme il y a une sacralité derrière cette période ramadanesque, et les gens ils sont un petit peu tenus à ça, ils tiennent beaucoup à ce ramadan, donc ils font des efforts, ils font des efforts parce que c'est un mois de piété, n'oublions pas. Donc ce qui fait que la vie, les gens essaient de la vivre un peu, on va dire, normalement. Sans excès aussi. Et donc voilà, ils vivent normalement. Donc la matinée, c'est le travail, c'est le chant, c'est la palmeraie, c'est l'oasis, c'est le travail. Alors, après cela, après les prières de Dhar, il y a la sieste. Et puis, en début d'après-midi, on va dire, la vie reprend doucement, mais sûrement. Mais là, on commence à ressentir un peu où les gens se retrouvent, les gens se rencontrent. Et puis, il y a l'ambiance, cette ambiance magique du Ramadan qui fait qu'on commence à sentir les odeurs. C'est très important. Où les enfants commencent à se regrouper pour des rituels, pour les chants, pour des jeux enfantins qui sont très intéressants. Et donc toute cette vie qui commence à frémir début d'après-midi, elle se met en branle et alors tout le monde essaie de se positionner dans la vie ramadanesque dans le Ksar. Vous savez quoi, Monsieur Hadj Koudour Mohamed, on a pour habitude dans notre émission de proposer comme ça des séquences d'humour, histoire de souffler un peu. Vous allez souffler, on va souffler nous aussi, on en a besoin. D'accord. Donc moi avant cela, j'ai vraiment envie de signer votre livre d'or. Très bien. Si vous permettez. Oui, bien sûr. Donc une petite séquence d'humour et on se retrouve juste après. Merci. J'avoue que c'était un peu fatigant, mais franchement, ça vaut le détour. Alors, dites-moi, on est où là? Alors, ici, nous nous trouvons dans le vieux Ksar de la Gouate. Donc là, on voit ce qui est derrière nous, c'est la Palmeraie Sud et une partie du Ksar. Parce que le Ksar de la Gouate, n'oublions pas que d'abord, c'est la porte du désert. Donc finalement, le désert en tant qu'entité géographique démarre juste derrière nous, là, derrière la ruelle. Commence le Sahara. Et là, nous nous trouvons aussi, notre entité géographique, c'est le début de la place Saharia qui remonte vers le nord. Donc voilà, nous avons la Palmeraie Sud qui est juste derrière nous et une partie du Ksar de la Gouate, ce Ksar avec cette architecture très particulière, très xurienne, une architecture de terre. C'est pour des moments comme ça justement que nous aimons notre métier, parce que franchement à chaque fois on découvre des paysages, on découvre des gens, c'est tout le temps quelque chose de nouveau pour nous. Franchement, la Texaha, moi je découvre. Alors pour revenir un peu à notre émission, j'ai envie de parler de cuisine ou d'art culinaire si vous voulez. Vous savez que c'est inévitable pendant le mois de Ramadan. Alors dites-nous, c'est vous qui faites le marché pendant le mois de Ramadan? Pendant le Ramadan, toute l'activité tourne autour des provisions, des victuailles. Et donc le matin, on va au marché, on achète ce qu'on doit acheter
Parce que là, c'est très important. Le gaspillage, il est véritablement, j'allais dire, proscrit. Vous, peut-être, vous ne gardez rien de l'Algérois que vous étiez à un certain moment. Vous n'arrivez pas de vous lâcher des fois en faisant des folies comme ça. C'est vrai, on ne le dira jamais assez. C'est-à-dire un peu le qalbelou, c'est-à-dire un peu les gâteaux traditionnels qui parfois reviennent en force. Mais bon. Là, c'est aussi présent pendant le mois de Ramadan qu'à Alger, par exemple, le qalbellouz et la zlabia. Alors, c'est vrai que avant, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, il y avait des gâteaux traditionnels qui sont faits à base de dattes et à base de semoule. Oui. Très bon, très délicieux. Donc, il y avait cette pâtisserie, ces gâteaux traditionnels. D'accord. Ces dernières années, on voit apparaître sur les marchés, sur les étalages, l'arrivée un peu boulimique et de la zalabia et de qalbellouz. Oui. Et ça, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. Ceci nous amène donc à parler du repas classique ici à l'Arwat pendant le mois de Ramadan. C'est quoi un repas classique chez vous? Ce qui est important, tout le repas ramadanesque tourne autour de tchicha. Donc c'est une soupe qui est faite à base de semoule cassée et qui est parfumée par des épices de la région et même des herbes sauvages de la région. Et donc cette chicha, c'est ça finalement la cheville ouvrière, ou c'est ça l'élément de base de L'équivalent de la chorba chez nous? absolument, ou de la harira un peu dans l'ouest. Oui. Donc ici, c'est le pays de la chicha et c'est très important. D'accord. Les plats qui suivent tout de suite après la chicha, c'est des plats un peu à base de légumes, de jardin, parce que n'oublions pas que nous sommes ici entourés de jardins et de palmeraies. Donc les gens utilisent parfois les légumes, c'est-à-dire les carottes, les oignons, etc. Tous ces légumes qui sont produits par les jardins de la palmeraie sont utilisés et assaisonnés avec des viandes, la bonne viande, la viande parfumée, des moutons qui sont un peu dans le désert et qui ont une viande très bonne et très parfumée. C'est bon, c'est le Maghreb. La rupture du jeûne se fait comment ici? Dans le temps, la rupture du jeûne se faisait avec l'appel du muezzin, où parfois il y avait il y avait le Medfa aussi. le canon, oui, qui était dans la région ici. Et alors là, on envoyait des boulets. Et alors, la rupture du jeûne, elle se fait sur deux aspects. D'abord, les gens vont dans les mosquées faire leurs prières, mais c'est surtout le monde des enfants qui est très important à dire deux mots. D'abord, les enfants, pour eux, on reconstitue un peu l'ambiance familiale, mais à partir d'un mobilier petit, des tablettes qu'on installe, et puis qu'on leur sert à manger entre eux. Donc les enfants retrouvent cette ambiance ramadanesque, mais à une échelle d'enfants. Et on comprend mieux l'esprit de fête qui existe chez les enfants pendant le mois de Ramadan. C'est vraiment une fête pour eux. Absolument. Voilà. D'abord, ils mettent leurs beaux vêtements, ils sont souriants, et pour eux, c'est la fête. Ils essaient de comprendre, mais ils comprennent à leur manière. Et donc, c'est la fête, c'est les chants qui reviennent, c'est toute l'ambiance, et même les odeurs. Oui, les senteurs. Rappelons-nous, Marcel Proust, quand il parlait de la tante Léonie, c'est les odeurs, c'est-à-dire cette mémoire, c'est beaucoup plus une mémoire olfactive qui est très importante. Alors là, on voit des odeurs de shorba qui commencent à sortir des maisons, et là, ça crée un peu cette ambiance, elle est raffermie par ces odeurs de cuisine. Ce que vous dites est très passionnant. Mais moi, j'ai envie de découvrir un autre endroit ici à l'Arwat. Donc c'est Mohamed, là on est de retour à l'Arwat-Ville, Oui. Et vous avez choisi ce jardin. Parce que tout simplement, nous sommes dans une oasis, nous sommes dans une région où il fait extrêmement chaud. Donc Justement, la présence de ce grand public, voilà, qui est là, qui prend de la fraîcheur. Donc cette présence humaine dénote que c'est un havre de fraîcheur. Donc ce jardin que vous avez là, où nous trouvons actuellement, d'abord, il y a 17 types d'arbres, donc il y a une végétation très diversifiée, et donc en même temps aussi, ça garde un peu de la fraîcheur pour tous les gens
qui passe par ici. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on est tombé sur ce canon. Absolument. Je ne sais pas si les gens remarquent que c'est un canon, et je vous promets que cette fois-ci, c'est vraiment par hasard qu'on est tombé sur ce canon. Et ce canon, normalement, devrait nous permettre de reparler de Ramadan. Absolument. Alors, les soirées à la Rouat pendant le mois de Ramadan, c'est comment? Alors les soirées, pendant le mois du Ramadan, c'est toujours un moment de rencontre entre familles. Les familles s'échangent, chaque famille va voir d'autres familles. Donc il y a un échange familial. Un second aspect, c'est que d'abord, les soirées, il y a aussi des spectacles où les gens se rencontrent dans les rahbas, les espaces publics, pour se retrouver, pour s'échanger les informations. Et donc, pendant toute la soirée, les gens se rencontrent pour retrouver d'abord, pour parler un peu des difficultés de la journée, mais également pour que les liens sociaux se resserrent un peu plus, parce que n'oublions pas que c'est un mois de piété, donc c'est un mois où les gens se rencontrent. Tout ça, bien sûr, après le Tarawih. Absolument, pour le Tarawih. Ouais, parce que donc les gens se rencontrent. Donc vous voyez que toutes les places à la Rouat sont couvertes où les gens viennent, s'assoient à même le sol, préparent un thé, et donc il y a tout ce moment de convivialité qui s'instaure et qui crée des relations très fortes entre les gens. Il y a justement des soirées artistiques comme ça qui sont organisées ici, des troupes qui viennent d'un peu partout. Absolument. Alors, pour les programmes, il y a deux aspects du programme. Il y a des programmes qui se font selon un rite rituel, on va dire, religieux, où il y a le mada'ih, il y a les rencontres, il y a en psalmodie le Coran, etc. Tout un programme. Et puis un programme un peu plus public, on va dire, où il y a des activités de théâtre, des activités de musique, le melhoun, la poésie populaire. Donc tout ce programme, ces deux programmes en fait démarrent, se rencontrent et vivent un peu la même trajectoire pour essayer de donner la vie aux gens qui habitent le Qsar et qui se retrouvent. Alors pour finir, je ne peux pas ne pas parler de cet esprit de générosité, de solidarité pendant le mois de Ramadan. Ça s'organise comment ici à Rouat? Avant la rupture du jeûne, les gens à la Rouat se vendent dans les rues, dans les ruelles, et quand ils rencontrent des gens qui ne sont pas d'ici, ils les invitent généreusement, amicalement à venir partager leur temps. C'est très important. Ça d'un point. D'autre point, il y a aussi cet aspect de générosité, d'échange, et puis surtout, c'est des relations très fortes entre les familles, entre les maisons, entre les quartiers, entre les sofs et entre la ville. Donc toutes ces relations se tissent pendant les premiers jours et elles vont en grandissant, elles vont en crescendo jusqu'à la fin du Ramadan, où là c'est véritablement l'apothéose, où il y a un moment très fort d'amitié, des moments très forts de cordialité, et que les cœurs se rapprochent et que le cœur s'apaise. Alors comme on arrive au terme de cette émission, j'ai pour habitude de laisser le dernier mot à mon invité. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à nos chers téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui? Eh bien alors, je dirais deux choses. D'abord que le mois du Ramadan est un mois très important, très chaleureux, très convivial, où les cœurs se rapprochent, où les esprits s'assainissent et surtout, où l'âme s'apaise. Et donc c'est un mois qui nous plonge un peu et qui nous met face à nous-mêmes. Le mois du Ramadan, c'est un mois d'introspection de notre intérieur. Ça nous permet un peu de mettre tout ça en ordre. Et donc le Ramadan, c'est le mois de la paix et de l'apaisement. Voilà. Voilà, on arrive donc au terme de cette émission, comme je l'ai dit. J'espère que vous avez trouvé cette qada avec Si Mohamed très passionnante. En tout cas, c'était le cas pour moi. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans un autre numéro, peut-être dans une autre wilaya aussi. Il ne me reste plus qu'à vous dire Sahaftorkom. Salam.